avis, mais on va y répondre tout de suite. À votre avis, voilà, quand on pèse l'ensemble des mammifères sur Terre, quel est le pourcentage, en fait, en termes de masse, des animaux domestiques, des mammifères domestiques? Donc, hommes, bovins, ovins, caprins, chevaux, cochons, chiens, chats. Qu'est-ce qui reste de sauvage en pourcentage? En fait, vous le voyez là, mais il reste 5%, même pas. 5% de la biomasse initiale. Voilà. S'il y a 3 chiffres que vous devez retenir à la fin, parce que c'est important les chiffres, hein, c'est la moitié de la biomasse terrestre anéantie, 95% de la biomasse de mammifères, c'est du domestique, donc on a une extermination massive. Je vais vous donner un exemple, hein. Le cheval sauvage, c'est un animal disparu depuis des siècles. Il n'existe plus. Et le cheval domestique aujourd'hui est en danger parce qu'on a simplifié en fait l'architecture génomique du cheval de telle sorte que le cheval aujourd'hui, il est extrêmement fragile à tout un tas de pathologies, de parasites, de maladies en fait métaboliques, etc. Et on pense, bon, moi je travaille spécifiquement dans un labo où on s'intéresse en fait il y a un modèle humain et un modèle cheval. Et sur le cheval et l'humain, on fait de l'archéogénomique, on séquence des ADN anciens. Eh bien, on a découvert que le cheval en fait sauvage qu'on croyait encore exister en Mongolie, le fameux cheval de Przewalski, n'est pas un cheval sauvage. C'est un cheval retourné à l'état sauvage. C'est un cheval qui avait été domestiqué au départ, et avec l'effondrement de l'Empire des Steppes, donc il y a 4 5 000 ans, donc les Scythes, qui étaient des grands éleveurs de chevaux, mais à une échelle industrielle, eh bien, quand les empires des steppes se sont effondrés, tout l'élevage s'est effondré et les animaux sont retournés à l'état sauvage. Mais leur génome avait déjà été modifié par la domestication. Et le tarpan, donc le cheval sauvage des steppes et des plaines européennes, les derniers individus ont sans doute été tués entre le 16e et le 19e siècle. On ne sait pas trop parce qu'il y a beaucoup de légendes sur ça. On prétend avoir une photo en Russie qui date de la fin du 19e siècle, mais en fait, quand on voit le cheval, il est mélangé avec un cheval domestique. Ça, le cheval, comme d'autres espèces, joue un rôle écosystémique. Un cheval, ça broute. Un cheval, ça vadrouille entre des forêts et des espaces ouverts. Ça, en fait, permet de transférer des flux de matière, d'effectuer des flux de matière entre les espaces ouverts et les forêts. Donc vous imaginez bien ce vers quoi je vais vous faire venir. L'agriculture, elle est née d'un environnement propice, riche, profitable à la culture des plantes et à l'élevage des animaux. L'homme n'a eu de cesse au cours de l'histoire de mettre un titre de propriété sur une zone, de la cultiver, de la monocultiver, d'arriver à la fin à ne faire que des monocultures, à partir d'un certain moment à supprimer l'activité d'élevage de l'activité donc de culture végétale, et donc arriver à cette espèce de non-sens aujourd'hui d'avoir des plaines sur des centaines de kilomètres avec une seule culture. Donc en fait, on a quoi sur ces plaines? On a un sol mort, sans biomasse, avec que de la chimie en fait qui l'arrose. Donc on a en fait de la roche sur laquelle on fait pousser une plante qui nous intéresse. Et c'est un long processus. C'est pas juste l'agriculture industrielle d'aujourd'hui qui a amplifié de manière spectaculaire le problème. Hein. Ça, c'est sûr que sans l'agriculture industrielle, on serait un peu moins avancé. Mais il y a un papier qui est sorti il y a 3 semaines, et je ne voulais pas montrer là, mais qui est une étude d'archéologie, donc sur les 10 000 dernières années, et qui s'intéresse à l'occupation des sols par les humains à l'échelle de la planète. Et qui démontre que le point de non-retour de l'agriculture, dans l'occupation des sols et la dégradation des écosystèmes, a été atteint il y a 3000 ans. Donc ça fait 3000 ans qu'on vit à crédit sur les écosystèmes par rapport à l'agriculture. C'est pas juste aujourd'hui en fait. C'est ça que je veux vous dire ce soir, c'est que si on veut vraiment sauver en fait notre peau et la vie sur Terre, on ne doit pas juste se dire qu'il faut supprimer l'industrie, supprimer l'agriculture industrielle, etc. C'est nécessaire hein, de supprimer l'agriculture industrielle à mon sens, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut reconstituer, il faut protéger, il faut sanctuariser certains endroits. Voilà. Une petite illustration, en fait,
d'un article qui est sorti il y a 1 an et demi. Alors, autre point de friction que j'ai eu avec des archéologues cette fois, dans les années 90, entre 93 et 96. Mon prof d'anatomie à l'école vétérinaire organisait des séminaires d'archéozoologie. Donc les archéozoologues, c'est ceux qui étudient les ossements animaux dans les sites archéologiques. Ils identifient qu'il y a du lapin, qu'il y a du... Voilà. Et il y avait, vous connaissez tous Fred Vargas, l'écrivain. En fait, Fred Vargas est docteur en archéozoologie. C'était une archéozoologue au départ. Et elle venait à ces séminaires. Et on a eu plusieurs années d'affilée des débats soutenus, vifs, très vifs. Son mari aussi était archéologue. Et moi je soutenais que l'homme avait exterminé le mammouth. Avec ma candeur de 19-20 ans, j'étais là, je disais bon ben, et en fait, ils m'ont dit mais leur seule preuve c'est l'homme n'avait pas les moyens. Et alors moi, à l'époque, j'avais pas la répartie que j'aurais aujourd'hui. Mais méthodologie, données, statistiques, conclusion. On a une hypothèse, on la teste. L'homme pouvait-il exterminer le mammouth? Testons l'hypothèse. Ne partons pas d'un présupposé comme quoi l'homme n'avait pas les moyens. Eh bien, le papier qui a vraiment donné un coup de grâce à l'opinion de ces gens-là, c'est un papier qui est sorti il y a 1 an et demi, qui montre que partout où l'homme est passé, en fait, il a exterminé la mégafaune. Donc il a commencé à l'échelle de l'Eurasie par exterminer les mammouths, le rhinocéros laineux, enfin tout un tas de... Mégacéros, voilà exactement. Tout un tas d'espèces, l'élan dans plein d'endroits aussi. Ensuite en Amérique du Nord, puis en Australie. En fait en Australie, il faut vous imaginer qu'aujourd'hui on a des animaux sympathiques, les marsupiaux. En fait quand l'homme est arrivé en Australie, il y a 60 000 ans sans doute, il y avait des marsupiaux géants qui faisaient plusieurs tonnes certains. On les a qu'à l'état de fossiles en fait. Et en fait c'est après l'arrivée de l'homme. Et ça a été ainsi en Amérique du Sud même, où la population, la pression humaine a été quand même bien moins importante. Hein. Mais on a des mastodontes qui ont disparu en Amérique du Sud suite à l'arrivée de l'homme. Et les dernières extinctions qu'on connaît en masse de mégafaune, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc vous connaissez sans doute les moas. Ce sont des espèces d'autruches qui vivaient en Nouvelle-Zélande. Il y a plusieurs espèces. Il y avait des millions d'individus. On estime qu'il y en avait sans doute 5 à 10 millions. Eh bien, les Maoris ont exterminé Et puis bon, après, les colons européens en ont vu et ont fini le coup de grâce, mais bon, le mal était fait. Et à Madagascar, en fait, il y avait des lémuriens géants, et quand les premiers habitants de Madagascar sont arrivés il y a 1500 ans, ils ont méthodiquement exterminé la mégafaune. Il y a un exemple aussi en Crète. Quand les Minoens sont arrivés, qui se sont lancés dans cette espèce de formidable civilisation très avancée, au même moment, ils ont taillé les gigantesques forêts de cyprès géants de Crète. Ils ont mis fin à une quinzaine d'espèces de cervidés, de chevreuils et de cerfs. Ils ont exterminé une chouette géante qui était grande comme ça, et ils ont exterminé des éléphants nains et des hippopotames nains. Donc la Crète aujourd'hui c'est un désert. Voilà. Et c'est partout comme ça. Donc vous avez une image ici de la chute de la biomasse en rouge en fait, à l'échelle de chacun des continents. Chaque fois que l'homme arrive sur un continent, pam, 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 vous avez une baisse. Et la montée de la population humaine, en bleu. Au niveau marin, on est dans un constat qui est plus récent pour l'ensemble des populations de poissons, mais on a le même constat, on a des chutes de 50 à 80% en fait de la faune aquatique. En gros, vous voyez, donc, 1950. Alors, il y a aussi une chose, hein. À mon avis, tout ça c'est optimiste. Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'on a des données hein, depuis 1950, 70, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors oui, pour la mégafaune, non, c'est avant. Mais pour ces espèces de poissons-là, voilà. Il y a eu une publication en 2003 d'un collègue californien, Steve Palombi, qui a défrayé la chronique parce qu'il a été le premier à faire des estimations génétiques de population sur des individus actuels. Alors nous, aujourd'hui, qui faisons de l'archéogénomique, on peut se dire, ouais, c'était un peu
Mais bon, au moins, il a enfoncé une porte. En fait, il a montré, par la mesure de la diversité génétique des individus d'aujourd'hui, sur les espèces de grands cétacés, de baleines, qu'on avait des populations originelles qui étaient comprises, pour la plupart des espèces, entre 500 000 et 1 million d'individus à l'échelle de la planète. Donc la baleine bleue, dont il reste 5 000 individus aujourd'hui, il y avait sans doute 1 million d'individus, entre 500 000 et 1 million d'individus, il y a 300 ans. Voilà. Donc à mon avis, je pense que dans la Garonne, il y avait quelques centaines de millions de saumons, voire 1 milliard de saumons. Si on rapporte, quand vous baladez en Alaska, vous allez vous promener, vous voyez dans les rivières, vous voyez des saumons, ils se marchent sur les uns sur les autres. Enfin, je veux dire, c'est spectaculaire. Pourquoi ça n'aurait pas été la même chose ici? Enfin, je veux dire, en fait, on a perdu une image en fait du passé. Sur les saumons, puisque tu parles des saumons, le long de la vallée de la Dordogne, c'était pareil sur le Lot et sur la Garonne, les ouvriers qui travaillaient donc dans les usines de filature ou de tannerie qui étaient dans la vallée se rebellaient contre leur patron parce qu'ils refusaient de manger du saumon tous les jours, parce que c'était la nourriture quotidienne. Et donc ils en avaient marre de bouffer du saumon. Et c'était pas du saumon de merde comme celui que vous pouvez trouver aujourd'hui dans. Hein, c'est pas du saumon d'élevage toxique. Donc il y avait des grèves ouvrières pour ça. Petite illustration vite fait en fait de l'occupation en fait des sols. Enfin, c'est pas l'occupation des sols. L'occupation des ressources avec des. Encore une fois, hein, on est dans de l'approximatif. Hein. Il faut considérer que quand on parle de 50%, c'est entre 40 et 60 ou entre 35 et 65. Vous voyez, mais c'est un ordre de grandeur. En fait, ça, c'est à peu près l'occupation des ressources naturelles sur la planète depuis 1700 et rapporté à la population humaine. Donc, vous voyez ici, donc, en 1700, moins d'1 milliard. Vers 1800, on est passé à 1 milliard. On est passé à 2 milliards donc, au cours du siècle précédent. Donc, ensuite, 7 milliards en 2010, etc. Et donc, vous voyez, la tranche, en fait. Et beaucoup de chercheurs estiment que quand on passe 50, c'est une frontière un peu arbitraire, eh bien on passe dans un état d'instabilité qui peut mener en fait à une accélération du processus. Donc ça, je ne sais pas pour combien de temps on en a en fait pour arriver à ce résultat. Au mois de mai, enfin, fin avril, début mai, il y a eu un grand séminaire mondial de l'IPBES. L'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC, si vous voulez, pour la biodiversité. C'est-à-dire c'est un regroupement de chercheurs internationaux qui étudient toutes les publications, qui font des compilations de tous les travaux qui sortent pour en tirer des conclusions. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est 5 causes majeures qui sont responsables justement de cet effondrement de la biodiversité. La première, et on l'a commencé déjà à l'évoquer à travers la question de Yolanda et ta réponse, c'est effectivement l'occupation des terres. L'humanisation des terres, à travers l'action agricole, mais aussi l'urbanisme, les transports, etc. C'est la première cause donc, de cet effondrement. La deuxième cause, c'est l'exploitation des ressources. La troisième, c'est le réchauffement climatique. C'est par ordre d'importance. Hein. La quatrième, ça y est, je l'ai perdue, comme toujours. Donc la troisième, c'est l'exploitation des ressources. Je vais passer tout de suite à la cinquième, qui est l'apparition des espèces envahissantes. Hein. Et la quatrième, ça me reviendra. Mais enfin, bon, pour donner l'ordre d'importance, les 3 premières causes, c'est l'artificialisation des terres, l'exploitation des ressources et le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique qu'ils placent en 3e position maintenant, ils estiment que ça va devenir vraisemblablement la cause la plus importante dans les années à venir. Donc je te laisse là-dessus. Je suis dit, voilà. Ce que je dis, moi, dans le meilleur des cas, quelques centaines de milliers d'années pour rattraper. C'est-à-dire qu'en gros, si aujourd'hui on arrête toute action, c'est très théorique ce que je veux dire, soit l'homme disparaît, soit on arrête toute action prédatrice sur l'environnement, il faudra des centaines de milliers d'années
pour retrouver des niveaux de biodiversité tels qui préexistaient à l'homme. Si on continue, c'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui, non seulement on y laissera des plumes, mais il y aura la plus grande partie de l'humanité qui va crever. Hein. Il restera des humains, hein, ne vous inquiétez pas, il y aura quelques fous furieux à la Mad Max qui continueront de s'entretuer, parce que jusqu'au bout, hein, les 2 derniers humains, ils s'entretueront, hein, de toute façon, ils sont programmés pour ça. Hein. Ils sont tellement stupides que voilà. Mais ces 2 mecs, ils s'entretueront pour une gonzesse, puis ils se tueront tous les 2, comme ça, elle restera toute seule. Et voilà. Pardon, c'est méchant ce que je dis. Si l'homme continue comme ça, c'est des dizaines de millions d'années de récupération. En gros, l'extermination de la vie fera qu'on repartira sur autre chose, qui n'aura plus rien à voir. Et pour recréer des espèces, c'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, la génération spontanée, ça fait quand même 150 ans qu'on sait que ça n'existe pas. Hein. Pasteur est passé par là. Il y a des gens qui croient encore que si on laisse un écosystème comme ça, si on n'apporte pas en fait certaines clés dans un écosystème, certains éléments clés, eh bien la vie elle va réapparaître comme des champignons. Là, les schtroumpfs vont arriver et puis c'est non, c'est des dizaines de millions d'années d'évolution qu'on aura perdu. L'expérience, en tout cas paléontologique, montre qu'il y a dans la biodiversité, il y a des vainqueurs et des vaincus. Hein. Donc quand il y a un changement, quel qu'il soit, quand par exemple la Méditerranée s'est asséchée, ou en grande partie asséchée il y a 7 millions d'années, il y a tout un tas d'espèces qui ont disparu, mais il y a par exemple des gobies de l'Adriatique qui ont persisté. Moi, ma thèse a montré qu'il y a une espèce de dauphin qui a persisté en Méditerranée à cette époque-là. On ne s'y attendait pas du tout. Donc il y a quand même des espèces qui, c'est ce que dit Darwin, hein, des espèces qui s'en sortent, d'autres qui s'en sortent pas, des individus qui s'en sortent et d'autres qui s'en sortent pas. Donc on a une persistance de la vie envers et contre tout, avec tous les déboires que la Terre a connus. Mais en aucun cas, dans 10 millions d'années, si l'homme arrive au bout de son projet d'anéantissement de la vie sur Terre envers et contre tout, on ne retrouvera pas les mêmes espèces. Hein. Il y aura des espèces qui persisteront et d'autres qui seront nées de ces espèces-là, qui seront restées. En fait, un écosystème, c'est des interactions tous azimuts entre des dizaines de milliers d'espèces bactériennes, animales, végétales, fongiques, etc., qui, à chaque fois qu'on enlève des morceaux de ces interactions, on simplifie en fait cette espèce de réseau, et à un moment donné, le réseau s'effondre sur lui-même. Et il ne reste plus que certaines espèces un petit peu, si vous voulez, qui arrivent à s'adapter dans un environnement plus simplifié. Le renard, la pie, enfin, pour en citer que des espèces qui sont... Mais même ces espèces-là, à la fin, si on a des sécheresses en masse dans certains endroits, même ces espèces-là ne pourront pas s'en sortir non plus. Si elles doivent migrer au nord et qu'il y a une barrière à un moment donné, imaginez une espèce qui doit migrer vers la Grande-Bretagne parce qu'il fera plus frais, elle va se retrouver face à la Manche. Si elle ne peut pas traverser la Manche, elle va mourir. Voilà. Vous voyez ? C'est ce que les chercheurs appellent l'effondrement de type cathédrale. C'est-à-dire que la vie, en fait, elle repose aussi sur une très très grande quantité de micro-organismes. Il y a le plancton, il y a tout un tas de choses dans le sol. Il y a plein de micro-organismes. Et ceux-là aussi sont touchés. Alors c'est encore beaucoup plus difficile à les observer parce que d'abord ils sont très nombreux. Et puis en plus, il faut faire vraiment des études spécifiques. Ça ne se voit pas comme ça. Mais quand eux ils disparaissent, le système qui est au-dessus, donc c'est comme si on retirait les fondements d'une cathédrale. Ils comparent ça à ça. C'est-à-dire qu'on retire des pierres, ça tient, et puis à un moment la cathédrale elle s'effondre. Mais le mécanisme, celui-là on le connaît donc en fait, grosso modo, l'effondrement du producteur primaire, c'est-à-dire celui qui produit en fait de la matière organique, hein, donc le plancton, les végétaux, etc. Alors, l'article que je vous ai présenté tout à l'heure sur la diminution de la moitié de la biomasse terrestre, son projet initial, c'était pas de montrer ça. C'était de faire un catalogue, un inventaire de la vie sur Terre, et de voir quelle masse d'insectes, quelle masse d'algues, quelle masse de trucs, etc. Et de faire, grosso modo, de comparer les milieux marins et les milieux terrestres, et de voir la différence en fait entre les deux, et de voir la compartimentation à l'échelle un peu plus fine. La principale conclusion qui est sortie de cet article, c'est que dans les milieux marins, on a une prédominance des animaux, c'est-à-dire qu'en gros, en termes de masse, on a vraiment
On a, les chiffres, je me souviens vaguement, mais je crois que c'est 3/4 d'animaux et 1/4 de végétaux. Mais comme les végétaux, c'est beaucoup de plancton, comme tu disais, ce sont des tout petits organismes qui ont une énorme production en fait, de matière organique. Et sur Terre, c'est une prédominance du végétal. En fait, en termes de masse, nos forêts pèsent énormément, en fait, et donc du coup, c'est 3/4 de végétal pour 1/4 d'animaux. Et oui, pour en venir, donc c'était un aparté. Ça, c'est comme tu dis, l'effondrement de la base qui provoque l'effondrement de ce qui consomme en fait au-dessus. Comme si nous, on avait nos champs de blé qui tout d'un coup s'effondraient, ben, voilà, on aurait la population qui diminuerait. Mais en fait, il y a aussi un effet depuis le haut de la chaîne alimentaire. Quand vous avez les super prédateurs qui disparaissent, vous avez les animaux qui sont mangés par ces super prédateurs. Je vais vous donner un exemple. Les grands requins, qui sont des consommateurs d'autres sélaciens, donc qui sont les raies. Les raies sont des mésoprédateurs par rapport donc des prédateurs du milieu, si vous voulez. Hein. Ils se font manger par des plus grands, mais ils mangent des plus petits. Eh bien, avec l'effondrement des grands requins, on a eu une augmentation pendant quelques décennies spectaculaire des raies, et aujourd'hui elles sont en train de s'effondrer parce que qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont mangé en fait ce qui est en dessous. Elles ont surconsommé ce qui est en dessous. Donc vous avez des effets qu'on appelle top-down en fait, c'est-à-dire qu'en gros, quand il y a une diminution en haut, eh bien ça entraîne des diminutions en dessous. Ce qui fait qu'aujourd'hui on sait bien que, contrairement à ce que disent les chasseurs et les pêcheurs, quand il y a des prédateurs, il y a plus de proies. Voilà. Et ça c'est contre-intuitif par rapport à celui qui sort dans la rue et qui voit des chevreuils et des sangliers, il se dit ouais, de toute façon il faut réguler parce que voilà. Voilà. On va avoir un effondrement accéléré qui serait en plus accéléré par des grandes guerres, des conflits pour les ressources, etc. très très rapidement, parce qu'il y a un élément que j'ai pas dit là par rapport à l'agriculture. C'est un peu marginal par la biodiversité, mais c'est pas un détail. D'ici 2025 à peu près, peut-être même déjà aujourd'hui, on a déjà atteint le pic du phosphate. C'est-à-dire que, certains d'entre vous savent ce que c'est, l'agriculture mondiale, elle repose sur de la chimie, hein, en gros 90% de l'agriculture mondiale. Et donc le phosphate qu'on extrait avec des coûts exorbitants au niveau à la fois d'émissions de gaz à effet de serre et en termes de sociaux, environnementaux, etc., dans des mines en particulier au Maroc, ce phosphate est en train de dépasser son pic comme le pic du pétrole. Et donc on va être confronté à une pénurie et donc à une dégradation très vite des rendements agricoles. Voilà. Donc vous imaginez bien ce que ça veut dire. D'ici 15 ans, c'est l'instabilité des marchés agricoles. Et donc ce sont des famines, ce sont des guerres, enfin c'est... Couplé à des élévations de température. Couplé à bien sûr de températures qui sont plus importantes que celles que, évidemment, on pouvait imaginer. Comme d'habitude, on est trop optimiste. Hein, donc voilà.